Merci à tout le monde. Bonsoir et bonjour à tous. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois dans le cadre de ces panels, les après-midi de la tech qui ont bientôt 3 ans déjà. Nous les avions démarrés au plus fort du coronavirus parce que nous pensions bien entendu que avec le confinement décidé ici et ailleurs, il fallait continuer de garder le contact et puis de poursuivre les discussions parce que il y a 3 ans, il n'y avait pas la continuité un peu de ces rencontres physiques qu'on organisait à Dakar. Je pense un peu au forum, je pense au panel, je pense aux rencontres nationales, africaines, internationales qu'on organise sur le numérique. Et j'ai la chance, par la grâce de Dieu, j'ai la chance de continuer ces panels avec tous ces acteurs qui nous soutiennent au Sénégal, à l'étranger, qu'ils soient connus ou pas connus, qu'ils veuillent rester anonymes ou pas. En tout cas, c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'animer, de participer à l'animation de l'écosystème. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire venir devant les après-midi de la tech quelqu'un que je connais depuis bientôt 10 ans parce que je l'ai rencontré la première fois lorsque j'étais jeune stagiaire à la RFM au Sénégal. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, je suis passé des 2 minutes qu'il me donnait régulièrement au fil un peu de nos rencontres sur le terrain aux 50 minutes sur e-radio, l'émission e-tech, et aux 2 heures, voire plus, qu'on a, bien sûr, dans les panels en ligne, notamment sur les MVNO et à l'exploitation. Et quelqu'un que je respecte énormément, aujourd'hui, j'ai donc la chance de l'avoir avec nous et à côté d'autres grands acteurs de l'écosystème qu'ils connaissent depuis certainement 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Depuis que les télécoms n'étaient pas les télécoms d'aujourd'hui. Entre-temps, évidemment, les télécoms et l'informatique ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, je ne peux pas parler à sa place puisqu'il nous fait l'honneur et l'amitié de venir répondre à nos questions et aux questions de l'écosystème. Alex Corentin, plaisir bien entendu de vous avoir. Je précise que parmi nos discutants cet après-midi, nous avons Pape Gorgui Touré qui est un des fidèles, parmi les plus fidèles bien entendu, de ce rendez-vous en ligne qu'il soutient personnellement. Pape Gorgui Touré, un ancien du groupe Sonatel, aujourd'hui basé à Genève, en Suisse, à côté de la France. Il me dit régulièrement, Pape Gorgui Touré nous fait l'amitié et le plaisir de toujours participer à nos émissions. C'est vraiment l'occasion pour nous, encore une fois, de lui dire un grand merci. Ce sont les mêmes mots que nous pouvons reconduire à l'endroit d'Ibrahim Nour Diane, administrateur général de Gaïndé 2000, Seyni Malan Fati, ancien de l'RTP, aujourd'hui de GSMA, Serine Malikal et Bachir Nasr du côté de Hayo. Alex Corentin, je vous donne le mot peut-être d'ouverture pour nous dire, dans un premier temps, pour qualifier déjà ce parcours de 40 ans dans l'informatique et les télécoms au Sénégal. Merci beaucoup, Ousmane. En fait, je crois que tout l'honneur est pour moi de pouvoir répondre à ton invitation. Tu as toujours fait vraiment tu as toujours été un peu au cœur du développement de l'écosystème depuis toutes ces années où tu t'es impliqué dans le secteur du numérique. Et c'est un honneur. Moi, je dirais plutôt que tu aies pensé à ma modeste personne pour pouvoir échanger un peu sur l'expérience, sur l'évolution de cet écosystème au cours des années dans le Sénégal que nous aimons bien, dans ce Sénégal que nous essayons de mettre au devant de la scène internationale dans ce secteur. Et je salue je salue aussi très, très, très sincèrement les personnes que tu as citées. Pape Gorgui Touré, on a cheminé ensemble au début. Bon, c'est Fatih, et bien entendu, on se connaît aussi. Et bien sûr, tous les autres que tu as cités. Je tiens particulièrement à dire chapeau bas à Pape Gorgui, qui nous a représenté non seulement au niveau de l'UIT, mais au niveau de la scène internationale et qui a toujours défendu les aspirations de notre écosystème. Et je te dis encore une fois, un très grand honneur pour moi de pouvoir partager avec les internautes et avec toi-même sur les questions que tu voudras bien nous poser. Merci beaucoup, professeur Alex Corentin. Bon, là, on plonge de plein pied dans notre panel. J'aimerais bien déjà, dans un premier temps, je ne vous ai jamais posé la question,
Mais pourquoi les télécoms et l'informatique pour quelqu'un qui a grandi à Hambourg, qui est passé notamment par Mbacké, au fil un peu du parcours de ses parents, pourquoi l'informatique et pourquoi les télécoms aujourd'hui? Ben, je crois que l'informatique et les télécoms, c'est un accident de la vie. Et je crois que ça, c'est Ah bon? important de le souligner. En faisant mes études, nous ne pensions pas à l'époque, dans les années 77, quand j'ai intégré l'école supérieure de l'UIT à l'époque, qui est devenue l'ENSUD par ailleurs, quand j'ai intégré cet établissement supérieur d'enseignement professionnel de Dakar, mais c'était pour faire de l'électronique. Et donc, j'ai d'abord fait mon parcours en électronique et j'ai continué mes études dans ce cadre de l'électronique, bien entendu, jusqu'à ma maîtrise. Et en revenant au Sénégal, après mes études supérieures que j'ai passées en France, grâce à une bourse de l'État sénégalais, je tiens à le souligner encore une fois, je suis un pur produit des établissements publics. Après Malixi, le lycée Malixi où j'ai eu mon baccalauréat, l'école supérieure polytechnique où j'ai eu mon DUT, diplôme universitaire de technologie. Une bourse de l'État m'a permis de continuer mes études en électronique, électricité en France. Et à mon retour, je suis revenu au Sénégal pour chercher bien sûr un emploi. Et je suis revenu à mon établissement d'origine. Et là, j'ai trouvé un chef de département qui m'a dit, mais écoutez, on est en train de sénégaliser. C'était en 1981. Et c'était le départ des coopérants. Et il fallait sénégaliser le corps enseignant. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'école supérieure polytechnique, l'ENSUT, à l'époque, Oui. en tant qu'enseignant stagiaire dans le domaine de l'électronique. La même année, qui est 1981, c'est le début de l'informatique. Et donc, le laboratoire que j'avais en charge sur lequel j'avais travaillé, c'était le laboratoire de microélectronique. Et donc, on avait les premiers processeurs qui avaient été mis à notre disposition pour que l'on puisse former les étudiants à toutes ces techniques de microcontrôleurs, c'est-à-dire ce qu'on appelait nous à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique industrielle. Voilà comment je suis rentré en informatique, par accident. Et c'est comme ça que j'ai dirigé le premier laboratoire d'informatique de l'École supérieure polytechnique où il y avait des micro-ordinateurs, des microcontrôleurs et on a formé donc nos étudiants un peu à ces techniques. Et en appréciant ces technologies, j'ai eu donc à faire ma thèse justement dans le même secteur où j'ai fait une thèse en biologie, mais en informatique biomédicale. Qui était à l'époque, en fait, aussi un secteur balbutiant. Et c'est comme ça que j'ai pris un peu, je dirais, que j'ai pris ces chapeaux d'informaticien, bien que officiellement, je n'en sois pas un. Pour montrer comment j'ai pu intégrer l'informatique. Oui. Donc, dans cette période, nous avons, avec un de mes collègues bien connu qui est Mohamed Tidiansek, nous avons aussi à ce moment-là travaillé avec l'Orstom, qui est en fait aujourd'hui l'IRD, et il y avait un projet de mise en place de ce qu'on appelle du réseau RIO, réseau intertropical d'ordinateurs. Et nous étions les précurseurs en ce domaine, puisqu'on cherchait des personnes compétentes dans ce domaine et qui pouvaient appuyer le développement de ce réseau intertropical d'ordinateurs. Et donc, j'ai eu la chance aussi et l'opportunité tout simplement d'être là au moment où ça devait se faire. Et donc, avec Mohamed Tidiansek, nous avons mis en place le premier serveur de messagerie, en fait, qui permettait aux chercheurs africains, du moins sénégalais, de Dakar, à pouvoir communiquer avec le reste, la communauté des chercheurs de l'IRD, de l'Orstom à l'époque. Et c'est ainsi que c'est parti, tout simplement. Oui. Et avec ce premier serveur, donc, bien sûr, nous avons continué. Et dans les années 90, ben, nous avons eu la chance, à part le travail que nous avons fait, justement, de développer le département informatique de cette école supérieure. Et c'est ainsi que Mohamed Tidiansek, qui en fait n'est pas un informaticien, mais peut-être les gens ne savent pas trop, mais un thermodynamicien, c'était un spécialiste du froid, a été désigné pour piloter le département génie informatique et mettre en place le cycle ingénieur en informatique. Et j'étais avec lui à cette époque et j'étais un peu chargé des laboratoires.
voilà comment ça s'est passé, mon immersion en informatique et dans les télécoms, qui a continué par la suite, bien sûr, avec les responsabilités qu'ont bien voulu me confier les autorités de l'époque, en me confiant le département informatique après Tidiane Seck, et d'autres collègues, bien entendu. Il y en a d'autres que je ne peux pas citer. Je ne veux pas citer tout le monde parce que je risque de faire peut-être en oublier certains. Mais en fait, c'est tout cet écosystème que nous avons mis en place qui nous a conduit à travailler avec, sur l'international jusqu'à la mise en place du domaine national.sn qui a été mise en place dans les années en 1993. 83, 93, je ne me rappelle plus, mais bon, dans cette même période, dans cette même lancée, nous avions décidé que les messageries devaient être authentifiées au niveau du Oui. Sénégal. Donc, avec Tidiane, nous avons déclaré au niveau de ICANN à l'époque le point SN. Et puis voilà, ainsi c'est parti. Et puis nous avons fait aussi avec certains ministères, nous avons participé un peu à ce développement d'Internet à travers aussi une association que nous avions créée. Oui. C'est l'Internet Society, le chapitre sénégalais d'Internet Society, où on a essayé de conscientiser les gens sur le potentiel de cette nouvelle technologie que nous découvrions nous aussi. Et on a travaillé avec beaucoup d'acteurs, hein, Mohamed Diop, que vous connaissez tous, de Khewel, Oui. avec Amadou Top, sur lequel je crois on ne reviendra pas. Qui avait géré le comptant à un certain moment, oui. La transition, oui. Mais qui était un des premiers informaticiens de la société IBM. Pape Gorgui Touré, qui est parmi nous. Là. Et qui est là. là. On donnera la parole tout à l'heure, oui. Et qui a aussi, à ce moment-là, à la Sonatel, a participé justement à tout ce développement que nous avons mis en place. Voilà. Donc, on est devenu informaticien parce que simplement on a eu cette opportunité de devenir. Et je remercie le ciel et toutes les personnes qui nous ont fait confiance à l'époque de nous avoir confié ces responsabilités qui nous ont menés aujourd'hui à être ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça fait vraiment une belle histoire, hein, Alex Kollontai. On reviendra tout à l'heure sur les principaux axes qu'on a retenus pour organiser un peu disons, cette discussion en public avec tous les acteurs. On donnera la parole tout à l'heure à nos discutants, vous les avez cités également. Mais j'aimerais bien savoir un petit mot quand même sur les autorités de l'époque. C'était comment la conscience numérique de l'époque côté autorité, quoi. C'était comment? Est-ce qu'à l'époque on comprenait? Est-ce que, bien entendu, on ne parlait pas start-up à l'époque, mais est-ce qu'on comprenait côté autorité? Est-ce qu'on comprenait les enjeux liés un peu au TIC? Alors, je vais le dire de manière très franche, non. Oui. Personne ne comprenait ces enjeux. Et effectivement, on a eu à se battre parce qu'il fallait faire comprendre les enjeux. Je prendrai un exemple simplement. Oui, oui. La Sonatel, l'opérateur national historique, qui devait donc effectivement nous permettre de pouvoir travailler sur des nouvelles infrastructures IP. Heureusement, la venue de Mohamed Diop, qui était un des ingénieurs en charge justement du développement du réseau IP, avec quelqu'un que vous connaissez bien aussi, une de nos anciennes étudiantes, Maïmouna Diop, oui, qui est aujourd'hui qui était conseiller du ministre. Oui. Avec ces deux personnes, en fait, il a été bâti une stratégie, ils ont élaboré une stratégie de mise en place du réseau IP de la Sonatel. Donc, la Sonatel a basculé grâce à ces personnes qui croyaient en ça, mais avec toutes les difficultés du monde, parce que ça, il faut le dire, parce que les principaux acteurs ne comprenaient pas encore le potentiel de cette technologie. Ils ont pu commencer à nous donner une infrastructure qui était capable un peu de supporter nos besoins. Au niveau de l'État, ce n'était pas tellement aussi, c'était à peu près la même chose. Mais Momar Ali Ndiaye, peut-être que vous connaissez aussi Momar Ali Ndiaye, qui était au niveau de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Direction nationale des TIC du Sénégal, avec donc en fait ils ont eu cette volonté d'avancer très rapidement pour répondre à une politique qu'avaient mis en place les États-Unis, l'USAID de manière particulière, qui était de connecter les pays à Internet dans les années 80, 90. Et donc, le Sénégal a été un des rares pays qui a dit non, nous n'attendrons pas que nous puissions, que l'extérieur nous aide à nous connecter.
Et Oui. grâce à Momar Ali Ndiaye et toute l'équipe à l'époque, on a eu la possibilité de travailler directement avec Comsat pour avoir une première démonstration de l'Internet au niveau public. Ça s'est fait à la Foire internationale de Dakar. Et ça a été le début du commencement, puisque l'État, à ce moment-là, a vu réellement le potentiel de cette technologie. Et dans l'année suivante, le président de la République, Abdou Diouf, dans son adresse à la nation, a demandé à ce que le pays soit connecté à Internet, à cette nouvelle technologie émergente dont il avait pu voir un peu le potentiel, bien sûr, avec l'appui de toutes les personnes qui étaient autour là, la Sonatel, Pape Gorgui Touré, ne me démentira pas, il était un des acteurs de cette prise de conscience. Et c'est ainsi que dans les années 97, donc, on a eu la connexion à Internet au Sénégal. Et voilà, on a eu cette première liaison à Internet au Sénégal qui nous a permis de mettre en place le premier cybercafé au niveau de l'université. Et peut-être historiquement, si les gens se rappellent, Métis-Sekana et puis Télécom Plus. Télécom Plus était le premier ISP de la Sonatel. Oui. Métis-Sekana était le premier cybercafé indépendant et privé. Je crois qu'on se rappelle de notre sœur Oumoussi, qui est célèbre styliste, qui, avec son mari Michel Mavros, ont créé le premier cybercafé public de l'Afrique de l'Ouest. Wow. Et nous, à l'université, à l'École supérieure polytechnique, à l'Institut, à l'époque, nous avons créé le premier cybercafé destiné aux enseignants-chercheurs. Voilà comment ça s'est passé, mais il a fallu quand même que nous travaillions avec les autorités, que nous les conscientisions. Pour mémoire, pour le mot du président de la République qu'il a fait dans son adresse à la nation, Tidiane Seck, si je me rappelle bien, Tidiane Seck et moi-même, nous avons fait une note que nous avons fait parvenir à un conseiller du président de la République de l'époque, dans lequel nous faisions un plaidoyer pour que le Sénégal et l'opérateur historique se connectent à cette technologie. Wow, très bien. En tout cas, parlant d'opérateur historique, Alassane Dialé Ndiaye, fondateur et premier directeur général de ce qui deviendra plus tard Sonatel, est au courant de ce panel. Il m'a fait savoir qu'il aurait vraiment aimé se connecter un peu à la discussion, ce qui n'exclut pas d'ailleurs. Il est pris un peu par un autre engagement. En tout cas, ça fait de très beaux moments d'histoire, Alex Corentin. J'aimerais dans un premier temps, comme on parle des années 81, on parle de la naissance d'Internet, essayer de poser un peu ce regard d'un ancien à un regard d'un très jeune qui a démarré il y a seulement quelques temps. Serigne Malick Tall, est-ce qu'il nous entend? Oui, je vous entends. Oui, Serigne Malick Tall, merci pour la qualité déjà de son. Moi, le journaliste de radio que je suis aime bien qu'on ait une très bonne qualité de son parce que ça nous permet de mieux communiquer. Peut-être un premier regard, Serigne Malick, sur la trajectoire de Alex Corentin et d'Internet globalement au Sénégal. Juste une première entrée, après on lui redonne la parole, après on suit un peu le conducteur et après on fait le tour avec nos autres discutants. Oui, mais déjà, merci de me donner la parole et de m'inviter comme discutant. Ousmane, comme à chaque fois, je vais commencer par dire que je et l'écosystème te remercient pour ton apport. Ah, merci. Une fois que cela est fait, je dois remercier, féliciter et rendre hommage à M. Corentin que je ne connais pas personnellement et qui certainement ne me connaît pas. Je le connais parce que je suis de la génération qui a été inspirée par ce que lui a inspiré. Donc, et peut-être encore une génération en dessous. Et c'est simplement parce qu'ils ont relevé autant de défis qu'ils l'ont fait qu'aujourd'hui, des gens comme moi ont pu, au début des années 2010, devenir donc des hommes d'affaires et faire une trajectoire de plus de 10 ans aujourd'hui dans l'écosystème tech. Ils sont inspirants. Monsieur Corentin est très inspirant. Enfin, qui d'entre nous ne le connaît pas? Qui d'entre nous ne l'a pas écouté? Qui d'entre nous n'a pas suivi comment je peux dire ça, ses recommandations, ses réflexions
n'a pas écouté ne l'a pas écouté lors de maintes panels depuis 10 ans qu'on est dans l'écosystème. Et c'est très rare pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de rendre hommage à ce que moi j'appelais mes pionniers, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est les Omar Cissé, les Tidjane Dème, et tous ces gens qui se sont battus pour construire les premiers incubateurs, construire les premiers fonds d'investissement, qui nous ont permis à nous de construire les premières, peut-être pas les premières, mais en tout cas des startups de plusieurs, en tout cas de grandes valuations, de lever les premiers fonds importants, etc. On a très rarement l'opportunité de rendre hommage, ou bien en tout cas de dire tout le bien et toute l'inspiration qu'on pense de ceux qui ont inspiré vos exemples. Et donc, si j'avais une question à lui poser, ce serait, avec tout ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui, et s'il devait nous donner des conseils, et peut-être que c'est tôt pour en demander d'ailleurs dans la discussion, on n'est pas à la fin, mais qu'est-ce que nous faisons de moins bien et qu'est-ce que nous devrions faire mieux, notre génération qui se bat et qui essaye d'emboîter le pas à celle qui a suivi derrière nous. Merci, sans être trop long. Merci, Selim Malick Tall. Alex Corentin, peut-être une rapide réponse, après on passe aux autres discutants. Merci, Selim Malick. Merci beaucoup à Selim Malick et merci pour son témoignage en rencontre. Nous avons, notre souhait a toujours été d'inspirer et il a cité des personnes que nous avons aussi, je pense, inspirées. Quand il parle de Omar Cissé, je suis d'autant plus heureux parce que Omar Cissé, c'était parmi les promotions des ingénieurs en informatique que nous avons sorti au sein de l'Insut et qui a créé la première SS2I. Oui, on l'oublie, oui. De développeurs justement sur l'informatique avec 5 de ses camarades. Et ça, c'était réellement les premiers entrepreneurs que nous sortions à l'époque et qui avaient pris ce risque à l'issue de leurs études de se lancer directement dans l'entrepreneuriat. Si j'ai peut-être juste une recommandation, c'est que le combat n'est jamais terminé. En fait, on connaît le potentiel du numérique, on connaît aussi l'impact du numérique dans le développement social et économique de notre pays. Et il y a tellement de choses à faire que je pense qu'il faut que les gens continuent à travailler vraiment et à inspirer et puis surtout à inspirer peut-être notre État sénégalais pour qu'on puisse aller plus loin et qu'on puisse réellement prendre les dividendes de ce que nous avons. On a les dividendes humains, le capital humain qu'on a est extraordinaire. Aujourd'hui, malheureusement, la majorité de ce capital s'expatrie parce que l'environnement que nous avons mis en place, il reste encore à parfaire. Il faut que nous soyons à l'origine aussi de l'émergence, de licorne de l'informatique. On a les compétences, on a les capacités, on a l'intelligence collective justement qui devrait nous le permettre. Et puis surtout qu'on est des champions du numérique à l'échelle du continent ou à l'échelle de la région qui nous permettent réellement de donner tout le potentiel et de mettre à la disposition des citoyens tout le potentiel qui est encore derrière cette technologie. Merci beaucoup Alex Corentin. Alors, premier accent avant de poursuivre un peu avec nos discutants, c'est ce qui est appelé instabilité institutionnelle au Sénégal concernant le ministère de l'économie numérique qui s'appelle aujourd'hui ministère de la communication, des télécoms et de l'économie numérique. Il ne s'appelait pas comme ça, peut-être pas comme ça non plus il y a quelques années derrière nous. Il pourrait ne plus s'appeler comme ça très bientôt. Avec beaucoup de ministres, j'avais calculé, je pense que ça faisait en moyenne 7 mois par ministre. C'est un problème pour vous? Tout à fait. Je crois que cette capacité de l'insolidité institutionnelle est un des gros problèmes que nous avons pu noter tout le long. Excuse-moi. De 2012 à aujourd'hui,
nous avons eu 7 ministres. La moyenne de durée d'un ministre est à peu près donc d'une année et demie. Oui. Donc, pour comprendre aussi bien la dynamique du secteur, les besoins du secteur et essayer de mettre en place une politique qui soit cohérente dans le domaine. Le travail que l'on fait, nous, peut-être activistes de l'Internet auprès de ces autorités, c'est un travail de sensibilisation, de plaidoyer, etc. Et il est dommage que toutes les 18 mois, nous ayons à reprendre ce travail auprès de la nouvelle autorité. D'autant plus que majoritairement, l'ensemble des ministres que nous avons eus ne sont pas issus de l'écosystème. Et ça, c'est une autre problématique et c'est ce que j'appelle un peu l'instabilité institutionnelle. Nous venons de changer de ministre, par exemple, de l'économie numérique. Mais en plus de cette instabilité des hommes, il y a aussi l'instabilité dans la dénomination du ministère. C'était le ministère de la communication, des télécoms, des postes à un moment donné. Donc, il y avait 2 secteurs qui sont extrêmement importants pour l'État qui étaient pris en compte. On a trouvé nécessaire de séparer la communication des télécommunications et des postes en y intégrant l'économie numérique. Et maintenant, on revient à l'ancienne appellation en mettant en plus la communication dans les postes télécoms et l'économie numérique. Je tiens à rappeler quand même que la SN 2025, la stratégie numérique 2025, met justement l'économie numérique au cœur du développement de cette stratégie. Alors, en faire une partie de la mission dévolue à un ministère, bien sûr, pose un problème d'impact, pose un problème de visibilité au niveau des acteurs. Mais ça, c'est déjà un premier problème. Mais le second problème que je veux dire, c'est la place de l'économie numérique dans l'attelage institutionnel du Sénégal. Quand on regarde la place du ministère dans l'ordre protocolaire au niveau ministère, au niveau du gouvernement, on s'aperçoit très souvent, et je vous invite à le faire, que le ministère est parmi le dernier des ministères dans l'ordre protocolaire. Toujours parmi les derniers du ministère, et ça n'a pas changé avec ce ministère, puisque c'est presque il est à partir de la fin, c'est le 3e ministère en partant de l'ordre protocolaire de la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas la volonté politique et que ça nous pose un problème. Parce que quand on discute avec les bailleurs de fonds, quand on discute avec des acteurs du numérique au niveau international, il est important de bien montrer que ce ministère que ça fait partie de la volonté politique de l'État de le mettre en exergue. Voilà un peu ce que j'appelle, moi, l'instabilité institutionnelle. Je crois que c'est un combat que l'on doit mener pour que, en harmonie avec la SN 2025, avec la stratégie nationale numérique, en harmonie avec la stratégie nationale de la cybersécurité et en harmonie avec les discours du chef de l'État qui pose les problématiques à travers le forum du numérique en disant que c'est devenu une des priorités du Sénégal. On est non seulement une certaine stabilité, qu'on est quelqu'un qui dure au moins 4 ans pour permettre de mettre en place une stratégie qui perdure. Comme dans certains ministères, on a une certaine continuité qui permet au ministre d'atteindre des objectifs et des équipes, mais aussi que réellement aussi la place que l'on donne à l'économie numérique, aux télécoms, parce que les télécoms aujourd'hui et le numérique, je pense qu'il ne faut plus faire la dichotomie. C'est bien ensemble que ça va poser. On s'aperçoit aussi que dans la stratégie nationale, le secteur des postes, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, dans ce secteur qui est un peu malmené aujourd'hui par justement cette économie numérique, une des stratégies qui va être mise en place par la nouvelle direction générale, c'est bien de s'appuyer sur le numérique pour remettre la poste au goût du jour. Donc, je ne comprends pas, et il est difficile pour nous, acteurs, de comprendre réellement quelle est la volonté publique, justement, pour rester en face. Et c'est ça que j'appelle vraiment l'instabilité institutionnelle de ce secteur. Merci Alex Kollanta et vraiment merci pour la concision parce que vous avez compris, nous avons peu de temps pour embrasser énormément de sujets cet après-midi en direct avec vous depuis 15 heures. J'aimerais à présent, avec bien sûr sa compréhension, son attention, donner la parole à Pape Gorgui Touré en ligne très certainement de Genève, mais Pape Gorgui est un voyageur, c'est un citoyen du monde. Peut-être qu'il est en ligne d'une autre ère géographique. Pape Gorgui, bienvenue à toi. Et vraiment, merci encore pour la disponibilité.
Merci Ousmane. Bienvenue, je te laisse discuter directement avec ton ami. Avec Alex. Oui. Ben, avec Alex, nous sommes, je pense, les anciens de ce panel. Quand Alex parlait, je me reconnaissais vraiment dans tout ce qu'il disait. Et il y a une chose qui est extrêmement importante. Je pense que la question qui lui a été posée sur ce qu'il peut recommander aux jeunes qui entrent dans le secteur ou qui y sont déjà installés, c'est de suivre son parcours, qui, je dois le dire, ressemble beaucoup aussi au mien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait la formation de base d'ingénieur de télécom ou comment dire, donc d'ingénieur en informatique, etc., qu'on doit s'enfermer et ne pas oser. Alex, quand il parlait, donc j'ai noté quelques mots, mais le plus important, c'est précurseur. Ceux qui ont inventé tous ces domaines, toutes ces disciplines dans lesquelles nous devons nous engager, ou nous nous sommes engagés, ceux qui les ont inventés ne les ont appris nulle part. Ils les ont inventés. Moi, j'aime bien regarder donc ce qui se passe donc, en fait, dans le domaine scientifique de façon générale. C'est assez extraordinaire. Quand vous regardez donc les 10 meilleurs mathématiciens au monde, il n'y en a pas un seul qui a été à l'école de cela. Quelque part, ils les ont inventés. Les Thalès, bon, bref, je ne les citerai pas tous. Ce qui est donc très important, me semble-t-il, c'est de comprendre qu'à partir du moment où on a la bosse donc, de la science, donc on peut, pour ainsi dire, tout faire. Et pour une fois, on ne va pas dire que c'était mieux avant, parce qu'avant, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas accès à la connaissance. Et donc, il fallait faire énormément d'efforts pour pouvoir accéder à la connaissance, à cette connaissance-là, qui n'est pas celle sur laquelle vous avez été formé. Et donc, aujourd'hui, contrairement à ce qu'il y avait avant, il y a 1000 fois mieux. On a l'Internet, c'est une chance absolument inouïe que nous avons de pouvoir accéder à la connaissance avec très peu d'efforts. Il faut imprimer quelquefois, il faut lire, il faut faire toutes les recherches, mais on est sûr que ce qu'on cherche, donc on le trouve. C'est très important. Je ne sais pas, Ousmane, parce que je n'ai aucun retour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, on vous entend très bien. Très bien. Ok, voilà, ça me rassure. Et Alex, donc, oui, encore une fois, est un précurseur. Bon, moi, je représentais un tout petit peu la police, hein, parce que c'est moi qui le surveillais à l'époque. Mais il fallait lui courir après, Alex. Et c'est parce que, justement, donc, en fait, je l'appellerais un précurseur, mais un agitateur scientifique. Alex n'arrêtait jamais. Quand il rentre dans un domaine, donc le temps qu'on appréhende nous-mêmes, parce que, bon, je représentais un peu la Sonatel à l'époque. La Sonatel, c'était l'État aussi. En la matière, parce que donc c'était le monopole et que les télécoms étaient la Sonatel, donc était le seul organe de l'État en fait dans cette matière. La preuve, c'est pour cette raison-là que nous venions ici avant la privatisation pour représenter l'État du Sénégal dans toutes les négociations aussi bien sur le plan national que sur le plan international, à côté du ministère bien entendu. Donc, c'est vraiment très important que son introduction soit considérée comme une réponse à la question qui lui avait été posée. Si on a quelque chose à transmettre, c'est de ne pas se limiter à ce qu'on a appris. Et de savoir que, donc, en fait, il y a 1000 autres choses que l'on peut faire, même si on ne les a pas apprises à la base, mais en cherchant avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on a accès à tous les savoirs, pour ainsi dire. Alex a parlé du capital humain qui s'évapore, pour ainsi dire. On ne peut pas imaginer donc le gaspillage que ce pays fait avec la formation des cadres qui s'en vont. Nos enfants, à nous tous, donc, sont dehors. Moi et un autre. Et c'est une déperdition extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui
cultive son champ et qui prend la moitié pour le jeter donc par-dessus bord, parce que ça ne peut pas le faire. Il ne sait pas quoi en faire. Et c'est réellement quelque chose de très important. Moi, maintenant, par rapport au sujet, Ousmane, je pense que donc mon sentiment est connu. Bah, je partage tout ce qu'Alex a dit sur la valse des ministres. La place vraiment de ce qui est mis comme ministère de la communication, pas pour avoir quelque chose de plus générique, dans, comment dire, donc la hiérarchie protocolaire. C'est assez incroyable. Un exemple, simplement. Regardez ce qui se passe actuellement sur le point géopolitique, l'Ukraine. Quand ce conflit a commencé, la première sanction à laquelle les gens ont pensé, c'est de leur couper l'accès donc, au système bancaire, le SWIFT. C'est les télécoms. Ce sont des applications qui permettent aux banques donc d'interagir les unes avec les autres. Regardez le niveau stratégique que cela comporte. Si on va plus loin, dans le même contexte, les Russes, la première chose qu'ils ont faite donc, en allant en Ukraine, c'est de bombarder toute l'infrastructure de télécommunication. Et vous avez vu, donc c'est Elon Musk qui a mis à disposition le Starlink, son réseau de satellites à orbite basse, pour immédiatement restaurer l'Internet et permettre donc aux soldats ukrainiens de continuer à avoir toute l'information et même de faire beaucoup mieux que ça. C'est des domaines qui sont des domaines absolument stratégiques. Je ne parle pas donc du support que cela comporte, que cela est pour l'ensemble de l'économie. Je pense que notre jeune collègue en a parlé, mais c'est qu'on n'a plus le choix. Ne pas avoir le choix aujourd'hui, donc de mettre les télécommunications. Donc, c'est une réalité. Simplement, c'est pas parce que nous avons fait telle ou telle formation, que nous avons travaillé dans tel ou tel domaine, mais nous sommes des acteurs de l'économie de façon générale. Nous ne sommes pas juste des acteurs de télécommunications. Mais on sait que donc le pays ne peut pas aller de l'avant s'il ne met pas en place donc les bonnes politiques pour servir l'agriculture, pour servir l'industrie, pour servir donc l'ensemble de tout ce qui est service, pour servir tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine aujourd'hui de la vie de l'économie qui ne puisse s'appuyer ou qui ne gagnerait pas à s'appuyer sur des télécommunications, pour utiliser un terme générique là encore, s'appuyer donc sur les télécommunications pour se développer. Regardez comme nous aimons souvent nous référer un peu à ce qui se passe en France. Le ministère de l'économie et des finances s'appelle maintenant le ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté numérique. C'est un signal fort. N'est-ce pas? De la souveraineté numérique. Donc, on est dans un secteur où, en réalité, cette discipline-là est un soubassement pour l'ensemble, pour ainsi dire, donc, de nos politiques. Alors, je pense que cela mérite plus de stabilité, plus de reconnaissance en termes d'instruments. Même le militaire, aujourd'hui, donc, est là-dedans. Aujourd'hui, donc, la guerre se passe, donc, les gens disent que donc, la Troisième Guerre mondiale donc, a commencé déjà par le numérique. Regardez ce qui se passe en ce moment. Donc, dans les ministres, chacun avec son petit ordinateur dans son salon, donc, on peut rentrer dans tous les réseaux. On l'a vu avec le WannaCry, hein, le WannaCry qui a paralysé un peu le monde, oui. C'est vraiment fondamental. Donc, bon, on peut continuer à faire des plaidoyers très longs comme ça, mais vraiment, ce qui serait bien, c'est qu'on nous écoute un tout petit peu. Et je pense, donc, on parlera certainement donc, du décret ayant le, comment vous appelez ça encore, il y a une commission ou un comité, je pense que c'est sur ton ordre du jour. Mais Alex, tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Désolé, pas pour lui. Alex va activer son micro. Voilà, d'accord. C'est la Commission nationale du numérique. Tout à fait. Oui, la Commission nationale du numérique, il est vraiment important donc, que l'on prenne en considération. Je ne sais pas qui y participe, qui n'y participe pas.
Le conseil, c'est le conseil plutôt, Alex, non? Voilà, c'est le conseil, le CNL, le conseil, oui. J'ai tiré le décret. C'est le Conseil national du numérique, oui, voilà. le CNL. Il est important que si c'est ce conseil-là qui doit apporter au niveau de l'État, au niveau le plus élevé de l'État, les arguments pour amener celui-ci, donc l'État, à réellement mieux appréhender. Je ne dis pas que l'État n'y connaît rien, hein. Donc il y a des gens qui sont très très bien, qui font un travail fabuleux, mais je pense que donc le niveau de dépendance que nous avons aujourd'hui, beaucoup plus au télécom que sur le pétrole et le gaz, n'est pas encore bien appréhendé. Et il serait bon, au moins donc, de le mettre à ce niveau-là, donc à un niveau important de capacité de contribution et de facilitation des opérations économiques en tout genre, y compris l'éducation, l'enseignement, soit tout ce que l'on veut. Regardez ce que nous sommes en train de faire, simplement à travers ce médium-là. C'est fabuleux. Ouais. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Comme tu l'as dit, donc le temps nous manque. Mais bon, c'est juste un titre introductif, puis on verra par la suite. Merci. Merci beaucoup, Pape Gorgui Touré. Alex Corentin, comme un élève, un étudiant gentil, lève tout simplement la main pour demander. Mais quelle humilité, Alex Corentin, allez-y. Je tiens à appuyer parfaitement le constat qu'a fait Pape Gorgui Touré. Je voulais apporter un éclairage aussi justement sur ce que j'appelle l'instabilité institutionnelle. Le Conseil national numérique a été érigé par un décret. Mais ce conseil n'a jamais été appelé à faire le travail pour lequel il a été nommé. Moi-même, j'en fais partie, mais à part la cérémonie d'installation de ce conseil, il ne s'est plus rien passé. Ça veut dire qu'on a répondu à une exigence qui était dans la SN 2025, où on disait qu'il fallait nécessairement que la stratégie nationale soit accompagnée d'un conseil regroupant les académiques, le privé, l'administration et d'autres acteurs, de telle façon à pouvoir accompagner l'État dans le développement de la stratégie. Mais ce n'est pas tout de mettre en place une instance, ce n'est pas tout de mettre en place une structure. Faudrait-il en plus la faire vivre? Et malheureusement, ce Conseil national numérique n'existe que de nom. Et dans l'opérationnalisation, puisque le secrétariat permanent était assuré par le ministère, il n'y a pas eu de suite. Voilà un peu les problématiques vraiment que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Merci d'ailleurs, on va enchaîner, hein, parce qu'à côté de ce CNN, d'autres disent CNN comme pour parler du fameux média américain. On va parler de la SN 2025 à Alex Corentin globalement. Il nous reste quelques années. L'horizon temporel fixé au départ, c'était 2025, d'où le nom SN 2025. À l'heure peut-être d'un premier bilan ou d'un bilan à mi-parcours, maintenant qu'on est au lendemain de son actualisation et de son opérationnalisation, qu'est-ce qu'on peut en retenir très rapidement, Alex Corentin? Je vais être très critique. La SN 2025 a été établie avec l'ensemble de l'écosystème et était un programme extrêmement ambitieux. En 2020, donc depuis qu'il a été mis en 2016, sa réactualisation a eu lieu en 2021. Et la majorité des projets qui étaient au sein de cette SN 2025, certains d'entre eux n'ont même pas fait l'objet d'un début de commencement. Ça veut dire que derrière, on a failli dans sa mise en œuvre d'une certaine manière. Peut-être qu'il fallait mettre en place une structure chargée de piloter sa mise en œuvre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est encore un élément très fort, justement, de la problématique que nous rencontrons tous les jours. C'est-à-dire, il y a des stratégies qui sont multi-acteurs et qui prennent en compte réellement les préoccupations, mais si, dans un domaine aussi dynamique que le numérique, dans un domaine aussi rapide que le numérique, on prend du temps dans la mise en œuvre, mais il est clair que cette stratégie devient très rapidement obsolète. Sa mise à jour en 2021 a été faite effectivement, mais pour faire un constat, c'est que la majorité des éléments constitutifs de cette stratégie n'ont pas réellement fait l'objet d'un seul développement. Il y a un document du PNUD qui faisait un peu
qui parlait de la situation des mises en preuve et des réformes de la SN 2025, daté de septembre 2021. Mais quand on regarde le tableau, on s'aperçoit que beaucoup de projets n'ont pas commencé. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler réellement d'une stratégie nationale? Moi, je me pose des problématiques parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites et il reste énormément de choses à faire. Et ça, c'est un peu dommage à ce niveau justement de la prise en compte justement du numérique dans le développement économique et social de notre pays. Mais est-ce que 2025, ce n'était pas un horizon temporel trop proche de nous quand même, comme soutenu notamment par Ibrahim Noureddin Diagne, que nous pourrions peut-être avoir avant la fin de ce panel? Est-ce que 2025, c'est pas quand même, c'est pas maintenant? Mais c'était 2000. La stratégie nationale date de 2016. Oui, je parle de l'horizon temporel, de la limite temporelle. C'est sûr que l'horizon temporel aujourd'hui nécessite non seulement la révision totale de cette stratégie, parce que les choses ont changé, les choses ont évolué aussi bien au niveau macro que micro. Il est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde le taux de pénétration d'Internet, ce n'est plus le même que quand on avait en 2016, quand on établissait la stratégie. L'utilisation par exemple, du mobile money, le nombre de terminaux, la capacité du réseau national ont énormément bougé depuis. Est-ce que cette stratégie est encore en adéquation avec l'écosystème? Je pense que derrière, au lieu de parler de ce qui va être fait d'ici 2025, c'est-à-dire dans 2 ans maintenant, dans 2 ans, 3 ans, temporellement, je crois qu'il est nécessaire de revoir de fond en comble cette mise à jour, revoir les tenants et les aboutissants. Il y avait tout un volet sur le capital humain et l'introduction du numérique à tous les échelons du secteur d'éducation. Oui, oui. Il y avait tout un ensemble d'actions fortes qui devaient être menées, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un début de commencement. Donc, en fait, la stratégie en elle-même, à mon avis, nécessite peut-être d'être revue et corrigée. Et au lieu de prendre maintenant une stratégie sur 9 ans, etc., il faudrait prendre des stratégies beaucoup plus courtes, peut-être sur 2 ans, 3 ans, qui est justement le temps d'évolution des technologies, de telle façon à avoir… Peut-être qu'on pourrait refaire une stratégie 2022, 2025, mais très rapidement, de telle façon à pouvoir rester en conformité. C'est vrai que dans le domaine temporel, il y a des exigences qui sont là, mais je pense par exemple à la stratégie nationale de la cybersécurité. Dans le monde où on vit aujourd'hui, si on ne prend pas les mesures nécessaires à élaborer la sécurité de nos infrastructures critiques, je ne sais pas où on va. On s'aperçoit aujourd'hui avec le contexte international, les problématiques justement de sécurité qui se posent non seulement au niveau de la sous-région, mais au niveau international, qu'aujourd'hui, la majorité des attaques se fait maintenant sur des infrastructures critiques. La France a connu ça à travers ses hôpitaux. On a attaqué les hôpitaux. On n'a pas attaqué l'armée, on a attaqué les hôpitaux, la santé. Qu'avons-nous fait, nous, pour mettre en place les éléments de protection? Il nous manque encore un certain nombre d'outils, tels que, par exemple, des centres d'alerte et de réponse rapide au CERT. Oui. Hein? Il nous manque un certain nombre d'outils. C'est vrai qu'il y a une commission nationale de la cybersécurité, la CNC, mais qui est aujourd'hui placée au sein de la présidence de la République. Est-ce que c'est le bon lieu ou est-ce qu'il ne faut pas laisser les acteurs définir justement et travailler sur… Bon, il y a beaucoup de questions qui, pour moi, sont sur ces stratégies qui, à mon avis, doivent être revues et repensées. Oui, avant de donner la parole aux autres discutants, je pense notamment au suivant, Sini Malan Fati, est-ce qu'il ne nous faudrait pas aussi à l'Escolantin une stratégie intelligence artificielle pendant qu'on y est, pendant que ça marche, pendant qu'il y a tellement de problématiques et de sujets là-dessus? Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on n'attend plus de l'État aujourd'hui. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui se sont résolument lancés dans la mise en place de stratégies de développement de l'intelligence artificielle et du deep learning, de tout un ensemble sur ces nouvelles technologies, sans attendre. Aujourd'hui, au niveau universitaire, il y a des projets structurants qui rejoignent l'ensemble de la communauté universitaire sur l'intelligence artificielle. Et il y a déjà des acteurs qui sont en train de travailler dans ce secteur, mais
je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on oublie l'État d'une certaine manière. L'État doit être dans un rôle de vision stratégique, mais doit laisser les acteurs faire. Moi, je dis que l'État et les ministères sont là pour faire et non pas pour faire. Aujourd'hui, il faut que l'on apprenne à nos gouvernants de dire, vous avez la vision, vous avez l'orientation politique, etc., à nous mettre en œuvre, mais de grâce, laissez les acteurs faire ce qu'ils doivent faire et donner tous les éléments qui permettent justement à ces acteurs de devenir non seulement des références, mais de devenir aussi les porte-voix du Sénégal à l'extérieur. Et c'est ça qui nous manque un peu aujourd'hui, c'est quel est l'accompagnement politique et public des politiques publiques. Il faut qu'on ait une vision des politiques publiques et de leur impact sur la société, et ça en ayant une stratégie multi-acteurs. Merci Alex Plantin sur l'intelligence artificielle. J'ai tout de même une dernière question là-dessus, toujours sur l'IA. Ça vous inspire quoi que les Sénégalais se fassent énormément distinguer dans cette intelligence artificielle? Je pense un peu à Moustapha Cissé, le premier directeur du premier centre de recherche en IA que Google a mis en place au Ghana, Moustapha Cissé, qui est un produit de notre système de l'enseignement supérieur sénégalais, qui est parti de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Oui, ça revient parce que ce qu'on disait au départ avec le constat que l'on faisait avec Pape Gorgui, c'est qu'on a une déperdition totale. Nous avons vraiment un capital humain à valoriser, mais il s'agit pour nous et pour notre État et pour peut-être tous les acteurs à mettre en place vraiment une stratégie de valorisation de ce potentiel humain, donner les moyens, peut-être pas financiers, mais des moyens, c'est-à-dire essayer d'accompagner ces acteurs-là pour qu'ils deviennent ce qu'ils veulent être, et aussi travailler sur peut-être réellement l'émergence d'une réelle économie numérique. Parce qu'en fait, on ne capitalisera sur ces ressources humaines que si on leur donne les moyens de survie. Il faut qu'on puisse créer des sociétés qui peuvent payer les salaires, qui peuvent leur donner les moyens et qui se retrouvent dans des conditions de travail qui soient décentes à l'aune de ce que peut leur offrir des pays ou des structures qui récupèrent la majorité de nos ressources parce que tout simplement, nous ne mettons pas les conditions, nous ne sommes pas dans les conditions du marché. Mais ça, je pense que c'est plus du moins la compétence de Ibrahima Noureddine, qui lui connaît bien ce secteur-là et qui peut justement peut-être nous donner un éclairage sur qu'est-ce qu'il faut faire justement pour garder ce capital humain. Merci beaucoup Ibrahima Noureddine, à qui nous donnerons la parole tout à l'heure, s'il est avec nous, bien entendu. Là, maintenant, j'aimerais la donner à quelqu'un qui connaît très bien les télécoms à l'échelle africaine pour ne pas le limiter seulement au Sénégal. C'est Nimalan Fati, qui est également fidèle de ce que nous faisons en ligne sur la bande FM à la télé. Merci encore à lui. C'est Nimalan, aujourd'hui, vous allez peut-être vous présenter de nouveau, hein, juste certainement pour vous répéter, mais on vous connaît très bien. Vous êtes au cadre aujourd'hui à GSMA. Votre regard sur les télécoms avec ce parcours un peu d'Alex Corentin dans les télécoms et l'informatique aujourd'hui. Bonjour Ousmane et bonjour à mon grand frère Alex et aussi bonjour à tous les autres qui sont présents et je rajouterai aussi mon grand frère Pape Gorgui Touré. Donc en fait là aujourd'hui je vais vraiment être très humble parce que ce sont deux figures qui m'ont accueilli dans le secteur, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai échangé, qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont permis de me bonifier en tant que régulateur d'abord et ensuite après aujourd'hui en tant que représentant un peu de l'industrie mobile. Et donc ça m'a permis d'acquérir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et de pouvoir aujourd'hui en tout cas de continuer à essayer d'apporter ma pierre à l'édifice au niveau du Sénégal et de l'Afrique. Donc, avec Alex, on a beaucoup travaillé, surtout dans la partie Internet, dans la promotion du nom de domaine.sn. J'ai travaillé avec lui aussi, avec Tidiane Seck, et je me rappelle que même la loi, le Code des télécoms de 2011, je me rappelle, j'étais encore jeune, on l'a fait, on a travaillé ensemble, on était à Mbodiène, et on a travaillé sur à peu près 4-5 jours pour pouvoir finaliser et modifier cette loi-là. Et donc, ça fait partie de mes meilleures expériences
au niveau au niveau du Sénégal. Et donc, moi, en fait, ce que je voudrais apporter, hein, comme Pierre, je suis entièrement d'accord avec ce que Alex a dit. C'est-à-dire que pour que les télécoms puissent se développer ou même l'économie numérique, entre parenthèses, il va falloir qu'on s'asseye avec vous, les experts, pour définir c'est quoi l'économie numérique. On parle d'économie numérique, mais on n'a pas défini. Donc, c'est nulle part en tout cas. Je sais pas quelle est la définition de l'économie numérique. Donc, déjà, il faut qu'on s'asseye et qu'on définisse et qu'on modifie notre loi parce qu'il y a des choses comme les fintech et autres choses qui arrivent qui ne sont même pas dans nos lois. On parle il faut réguler, il faut accompagner, il faut développer, mais déjà dans nos textes qui accompagnent… Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est pas écrit. Donc après, maintenant, pour moi, comme l'a dit Alex, il y a des choses, c'est vrai, oui, on attend trop de l'État, mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Moi, j'ai habité 3 ans au Rwanda. Le Rwanda qui était en guerre en 1994. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme exemple. Et je sais, et parmi les personnes qui ont aidé le Rwanda, il y a des Sénégalais. Il y en a un qui est Matarsé, qui a été le premier DG de l'ARTP, de l'AFT au Sénégal. Oui. Voilà, et qui, au Rwanda, on lui roule le tapis rouge. D'accord? Alors qu'au Sénégal, on ne l'utilise pas. Alex Corentin, je trouve qu'on ne l'a pas utilisé. C'est-à-dire mais qu'on ne l'utilise pas. Pape Gorgui Touré, on ne l'utilise pas. Et ils ont raison. Pape Gorgui, aujourd'hui, il est en Suisse. Il est en train d'aider d'autres pays. Et notre pays, le Sénégal, on ne fait pas appel à lui. Et il y a tellement d'instances aujourd'hui au Sénégal où on peut faire appel à ces personnes-là pour qu'on puisse travailler ensemble et développer notre pays. Avant, notre pays était cité en exemple. Aujourd'hui, on ne parle plus de nous. On parle du Ghana, on parle du Nigeria, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique du Sud et on parle du Rwanda. OK? Et alors qu'on n'a rien à les envier. D'accord? Donc, moi, je trouve que, comme l'a dit tout à l'heure Alex, oui. on avait tout fait pour dire ministère des télécoms et de l'économie numérique. Aujourd'hui, on rajoute la communication. Et même dans la liste des ministères, le ministère qui fait partie des derniers cités. Alors qu'aujourd'hui, les télécoms, l'économie numérique doivent être un truc transversal. C'est-à-dire, tous les autres secteurs doivent savoir qu'est-ce que l'économie numérique peut leur apporter dans leur travail. Et c'est important. On doit aussi on doit avoir, c'est-à-dire que notre stratégie 2025, il est mentionné nulle part à quel moment on doit procéder à son évaluation. On ne va même pas l'évaluer. On va se réveiller en 2025 en sachant que 2024, pour moi, c'est mort à cause des élections. À partir de juin 2023, on ne va plus travailler jusqu'aux élections. Donc, il va nous rester à peu près même pas 1 an et on n'aura même pas évalué cette stratégie-là. Mais quand tu le dis à certaines personnes, ils pensent que tu critiques. Non, tu ne critiques pas. Aujourd'hui, nous travaillons tous pour la même chose. Nous sommes contents quand on dit que le Sénégal est développé, nous sommes contents et on travaille pour nos enfants. Mais pour nous, c'est mort. Mais là, on travaille pour nos enfants. Donc, on doit tous travailler, mettre la main, travailler ensemble pour le développement de nos pays. On doit tout faire aujourd'hui. Donc, j'étais au MWC Africa. Les pays sont en train d'avancer. Au Sénégal, on a lancé une loi start-up, mais il y en a beaucoup qui ne la savent pas. Et il y a plein de choses qu'après la loi, on doit mettre en œuvre. Et donc, moi, ma question à Alex aujourd'hui, c'est de savoir, en fait, je voudrais c'est-à-dire que dans sa réaction de foi, comme on ne parle pas de la commission, la CNN, là, il y a des choses on l'a mis comme ça, mais ça ne marche pas. Mais on doit trouver d'autres moyens pour voir comment faire en sorte pour que nous tous, on travaille ensemble pour le développement de notre pays. Comment faire pour qu'on nous entende? Comment faire pour qu'on fasse appel aux compétences requises? Parce que quand je regarde, la politique a tout gangréné. On va nommer des gens parce qu'ils sont de la bonne obédience politique. Moi, je veux qu'on nomme des gens parce qu'ils sont compétents et qu'ils vont arriver quelque part. Merci beaucoup, Seynimala Fati. Alex va réactiver son micro et puis il va répondre. Merci. Mais, tout à fait, je partage tout à fait un peu je dirais même, je ne sais pas si je peux parler ça, mais l'indignation de Fatih, le coup de cœur, c'est à peine du pied qu'il fait. C'est vrai qu'il ne faut plus qu'on attende l'État. Moi, je pense, je milite très fortement pour que les acteurs s'organisent. Aujourd'hui, il y a Optique dans le secteur privé. Il y a des startups, puisqu'il y a la loi sur les startups. Il faudrait que ces gens-là s'organisent. Il y a des ISP, il y a des sociétés de services. Il faut que derrière, on ait réellement un lobby extrêmement fort et qui prenne en main sa destinée. Mais ça s'appelle Optique, non? Non, Optique, c'est une branche du CNP.
Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas dedans. D'accord. Du CNP. Par exemple, tous les start-upers, tous un certain nombre d'acteurs du numérique ne sont pas nécessairement dans Optic. C'est pour ça que j'ai dit derrière, il faudrait réellement qu'il y ait un recoupement beaucoup plus large, ou bien que les autres acteurs aussi se rassemblent, et de telle façon à avoir une synergie d'action pour aller et prendre en main leur propre destinée. Ce que nous avons fait peut-être nous, comme disait tout à l'heure, hein, on en parlera tout à l'heure avec nous qui étions un peu appelés les précurseurs, on n'a pas attendu que l'État vienne vers nous. Nous avons essayé d'avoir une force de frappe, une force pour pouvoir faire les plaidoyers nécessaires pour avancer dans notre vision. Et ça manque aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens attendent de l'État, mais personne ne va au-delà de l'État et à la limite tordre le bras à l'État. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrive à tordre le bras à l'État pour lui dire, écoutez, vous avez un écosystème, vous devez prendre en considération cet écosystème. Quand on fait des marchés, c'est pour l'écosystème du numérique. Quand c'est le numérique, c'est la préférence nationale. Aujourd'hui, on est dans un monde dit libéral, globalisé, et on veut nous dire que quand on fait un appel d'offres, il doit être international. Pourquoi? Moi, je suis désolé, mais la France, les États-Unis, la Chine, quand ils font leurs appels d'offres, ils ne publient pas ça au Sénégal. Ils ont leur propre préférence nationale qui leur permet de mettre en place des industries qui vont permettre de résoudre les problèmes locaux, internes. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on en revienne à ça. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est tout simplement du réalisme. On ne peut pas garder nos citoyens sur le territoire si on ne crée pas une industrie du numérique. Cette industrie du numérique, il appartient à nous de la construire. Et si le politique ne veut pas nous entendre, mais je pense qu'il faut lui tordre le bras. Merci. Merci beaucoup, Alex Corentin. J'aimerais à présent qu'on donne la parole à un ancien service universel jusqu'à très récemment. Amadou Manel Fall, est-ce qu'il nous entend? Oui, bonjour Ousmane. Bonjour Amadou Manel. Alors, j'ai donné l'info tout à l'heure sur LinkedIn. On y reviendra à travers le Tech Observateur. Vous avez de nouvelles responsabilités à toucher qu'on va présenter plus tard, mais que l'on connaît déjà au sein de l'écosystème numérique sénégalais et africain. Mais on veut bien sûr vous entendre aujourd'hui sur les télécoms parce que ça a été une partie de votre vie. Vous avez été jusqu'à récemment, je l'ai dit, le monsieur service universel du Sénégal. Votre regard un peu sur déjà ce dont on parle axé sur le parcours de professeur Alex Corentin. Écoute, merci Ousmane de me donner la parole. Et bien entendu, j'en profite pour saluer toute l'assistance. J'ai pas eu l'opportunité de suivre les échanges et les contributions de Alex au début, mais bon, je me réjouis énormément d'être là avec vous cet après-midi pour tirer encore des enseignements de son expérience. Hein. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Quel que soit mon parcours dans les télécoms, je pense que lorsque des sommités comme celles qui se sont succédées, ou en tout cas Alex, ont la parole, franchement, je ne peux que me taire et écouter attentivement et apprendre encore davantage. Je rebondirai par contre sur un point concernant son intervention par rapport au secteur privé, au rôle et à la place qu'aurait à jouer ce secteur privé dans cet écosystème-là et peut-être à la nécessité pour l'État de les accompagner. Je souscris totalement à ce point de vue. J'ai la chance aujourd'hui, comme vous l'avez dit, hein, de rejoindre une structure privée de cet écosystème-là, qui est en fait une start-up qui se veut être à la fois une plateforme de e-learning et un réseau social. Eh ben, je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de courage. Il faut énormément de courage. Le fondateur, qui est M. Pape Abdoulaye Mbeng, aujourd'hui a 2 ans sur ce projet et plus d'1 milliard investi, une trentaine d'employés, et je peux vous dire que c'est très lourd à porter. Quand on a la volonté d'offrir ce qu'on peut considérer comme un service universel à l'éducation, hein, parce qu'en fait, avoir une plateforme digitale où on met en ligne 6500 cours, qu'on donne la possibilité à des apprenants de tous bords de venir y puiser du savoir et donner la possibilité, en tout cas à ceux qui ont une expérience, de la partager, ou en tout cas aux professeurs de pouvoir dispenser
certains cours. Je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de courage et surtout beaucoup de ressources. Ressources qui, malheureusement, l'accès à ces ressources-là, malheureusement, font très souvent défaut. Je peux vous assurer que lorsque nous avons certaines structures qui arrivent sur le marché, qui trustent cette économie numérique ici, en offrant pas mal de services, qu'elles le font avec des ressources financières étrangères. On peut dire ça comme ça, parce que en fait, lorsque une structure lève un financement en Europe, qui se retrouve à payer 1 ou 2% d'intérêt qu'il arrive sur le marché et que en face, nous, nos entreprises ont du mal déjà à accéder au financement et même quand elles y accèdent, c'est à des taux prohibitifs de l'ordre de 14, 15 voire plus, c'est très difficile. Et donc, je pense que l'État, quelles que soient les mesures prises, doit accompagner l'émergence de cette économie numérique qui ne peut être que bénéfique, bénéfique pour nos populations, bénéfique pour les finances publiques, bénéfique à tout point de vue. Donc, moi, je souscris totalement quant à la position de Alex. Oui, l'État a certainement la prérogative de mettre en place les politiques publiques, d'impulser une dynamique et une vision, mais après, il faut accompagner, encadrer son secteur privé national pour effectivement leur permettre de développer cette économie-là. Parce que le constat est simple, hein, personne ne viendra la développer à notre place. Et ceux qui sont intéressés à le faire, c'est bien entendu pour les profits qu'ils peuvent en tirer et non pas pour nous développer d'une manière assez simpliste, mais c'est sans doute une réalité. Voilà. Abdoulaye, Ousmane, franchement, oui. je voudrais pas m'étendre. J'avoue que c'est un privilège et un honneur que tu nous fais de nous offrir aujourd'hui Alex, qui, à mon sens, dont il faut magnifier le parcours, sa générosité, son partage. Et pour nous qui sommes là, en tout cas dans l'écosystème, nous en sommes pertinemment conscients. Et donc, une tribune comme celle-ci, lorsqu'elle s'offre à une personnalité comme Alex, moi personnellement, voilà, je reste pantois et j'écoute religieusement. En tout cas, merci pour cette opportunité que tu m'offres, mais franchement, je pense que tout l'honneur et la parole devrait revenir, à mon sens, en ce qui me concerne, à Alex. Et donc, accepte humblement que je puisse me taire et me retourner la parole. Merci beaucoup, Amadou Manel Fall, nouveau patron de Toucher et ci-devant coordonnateur du Fonds de développement du service universel de télécommunications. C'est dire que les télécoms aussi ont occupé une bonne partie de votre vie, hein. Le collège de la RTP, la collaboration avec beaucoup de ministres au niveau du Sénégal. Donc, cette instabilité, peut-être que vous pourriez en dire un mot, mais bon, comme vous le dites, voilà, le temps est court. J'aimerais bien, Alex Corentin, à présent, que vous nous permettiez de donner la parole à Babacar Niang. Babacar Niang qui a la chance, comme moi, d'habiter un peu le plus clair du temps, un peu la campagne, de connaître un peu les difficultés liées à la connectivité en zone rurale. Babacar qui est aussi un grand cadre, haut cadre dans le monde des télécoms et qui, naturellement, a quelque chose à dire à Alex Corentin. Babacar Niang. Bonjour Ousmane. Bonjour Babacar et bienvenue. Bonjour chers invités. Tout d'abord, je tiens à magnifier la sommité que vous avez invitée dans le secteur, à savoir Monsieur Alex Corentin, qui est un formateur, un oncle et tout. Donc, je l'ai connu via ma tante Awakan qui était à la Sonatel. Donc, je salue également tous ceux qui m'ont précédé, hein. Donc, Pape Gorgui, etc. Donc, je ne vais pas citer pour ne pas me tromper Manel que j'ai juste succédé tout à l'heure. Je pense que si nous devons faire aujourd'hui une étude exhaustive de la situation après que ces seniors-là, comme Alex Corentin, donc, ont eu à le dire, je pense que depuis qu'ils ont cessé, entre guillemets, d'être aux commandes, nous avons régressé au plan sous-régional. Donc, je me rappelle jusqu'avant 2007-2010, je pense qu'on était quand même leader dans la sous-région, pour ne pas dire on était dans le top 3. Parce que je pense que
Il y avait la politique politicienne qui était à part, c'est vrai, mais il y avait ceux qui étaient compétents, qui étaient aux commandes. Pour ne pas trop monopoliser la parole, aujourd'hui, donc, la dernière discussion, ou bien le dernier poste apparemment que j'ai eu, que M. Corentin a fait par rapport au GAFAM, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il a esquissé les grandes lignes. Nous ne pesons, nous, en tant que pays de Sénégal, absolument rien. Donc, du coup, il faut des synergies globales, une collaboration étroite au niveau africain pour pouvoir imposer notre voix au chapitre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense que, comme a dit Pape Gorgui Touré, les enjeux sont géostratégiques. Aujourd'hui, on parle de pétrole et de gaz. Nous ne voyons aucunement aujourd'hui au niveau de la Commission nationale ou bien au niveau de l'élite numérique parler qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'il y a beaucoup de contrôles a priori à faire et même des contrôles a posteriori, parce que quand même, les plateformes sont des plateformes offshore. Et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Parce que la souveraineté est au rendez-vous. On va encore nous laisser berner par les Occidentaux, on va puiser des quantités énormes de nos hydrocarbures sans savoir réellement qu'est-ce qu'on a fait. Hein? Est-ce que les chiffres qui ont été publiés ont été bons ou pas? Et tout ça, je pense que tant que ces seigneurs-là sont encore là en vie, qui ont quand même assisté de bout en bout ce qui s'est passé au Sénégal, M. Corentin était au rendez-vous, il était là. Pape Gorgui, pareil, les Cheikh Tidiane Mbaye, les Alassane Diallo Ndiaye, ils ont tout fait, ils sont au cœur des avancées aujourd'hui. Les laisser en rade, prendre quand même des apprentis ou bien des politiciens avec une instabilité à la tête de notre ministère de façon vraiment récurrente. Par exemple, comme je t'avais dit, Ousmane est bien au courant. Il y a de cela 2 ans, j'ai failli quand même amener ici un projet de plus de 50 millions de dollars. C'était quoi? Pour délocaliser Alibaba et TikTok ici au Sénégal. On était très avancé jusqu'à ce que mon PDG même se déplace. Mais il y avait beaucoup de réticences parce que sur le plan protocolaire, le ministère de l'économie numérique était complètement au bas de l'échelle. J'ai eu à dire ça à Pape Gorgui Touré, à beaucoup de responsabilités. Il faut quand même que la situation, que les choses changent quand même, qu'on fasse moins de politique. Et je pense que Alex l'a dit, il faut qu'on oublie les politiques, même si on ne peut pas les oublier, mais quand même, il faut que les techniciens fassent les choses de façon ferme et sans faiblesse coupable. C'est ça la vérité. Parce que quand même, Alex Corentin, aujourd'hui Pape Gorgui Touré, on peut quand même rien leur donner à nouveau ce qu'ils n'ont pas eu dans les télécoms, ou bien dans l'économie numérique, d'une manière générale. S'ils font des choses, ils le feront sans état d'âme. Et ils ne chercheront pas à plaire à qui que ce soit. Je pense qu'il est encore temps. Ils sont en vie. On demande le bon Dieu qu'il leur donne encore longue vie, pour qu'ils puissent quand même nous encadrer, nous, en tant que jeunes, parce que jeune, moi, je suis de la génération 80. Donc, pour quand même qu'ils essaient de nous orienter et même orienter ces nouveaux politiques. Parce que quand même, il y a beaucoup de jeunes dans l'appareil d'État qui ne sont pas au courant de ce qui a été fait. Parce que quand même, entre le trio Pape Gorgui, Cheikh Tidiane Mbaye, Djiboka ou bien Djibril Ngom à l'époque, donc il y a quand même des choses importantes qui ont été faites. Et je pense que la dernière chose sur laquelle je vais dire, je pense que je vais heurter beaucoup de sensibilité, mais moi je suis libre, je dis ce que je pense. Je pense qu'il faut dorénavant que les télécoms soient dédiés à l'armée et aux universités pour que les choses changent. Les politiques, on a besoin d'eux qu'au niveau des lois, uniquement. Mais la mise en œuvre, la régulation, on doit laisser les universitaires et l'armée. Voilà ce que j'avais à dire pour ne pas trop monopoliser la parole. Donc, je n'ai pas trop bien suivi le fil de la discussion de bout à bout, parce que j'avais une autre réunion en ligne. Mais en tout cas, je félicite vraiment de l'initiative prise. Ousmane, comme je dis, tu es là quand même pour booster le secteur. Tous nos encouragements. On vous félicite pas, mais on vous encourage. Merci beaucoup. Bonne chose à tous.
Merci. Merci beaucoup, Babacar Nia. Alex, que tu as envie de dire peut-être 2 mots avant qu'on donne la parole à Ibrahima Noureddine Diagne qui est avec nous. Et merci pour sa disponibilité. Je veux remercier Babacar pour ces mots qu'il a eus. Et je tiens à lui transmettre aussi, qu'il transmette mes amitiés, du moins, même pas, plus que ça, mes sentiments fraternels à Awa, qui était responsable, mais qui s'occupait aussi peut-être d'un secteur qui était crucial à l'époque, c'était les câbles sous-marins. Sa tante dont il parle, et ma promotionnaire, nous avons fait l'INSUT ensemble. Et aussi, elle fait partie des acteurs de l'ombre, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'ombre. Nous avons été peut-être, nous, plus médiatisés, parce qu'on est un peu plus culottés que les autres, mais il y a beaucoup d'acteurs de l'ombre qui ont travaillé à fond dessus. Et je voudrais vraiment remercier Elie Manel, parce qu'Elie Manel a quand même, tout le temps au FSDUT, a fait des avancées notables dans l'écosystème, a pris des risques et a essayé d'impulser certaines actions qui sont tout à fait louables. Et ces gens de l'ombre-là qui travaillent aussi, ils ont besoin d'être reconnus parce que c'est eux qui font avancer quand même l'écosystème et c'est important de le souligner ici. Babacar, merci pour ta franchise, mais tu as raison. Je crois qu'il est temps qu'on dise les choses telles qu'elles doivent être dites. Merci. Merci, Alex. Alors, on va donner la parole à Ibrahima Noureddine, mais j'aimerais en premier, avec la compréhension d'Ibrahima, que l'on retourne un peu la parole à Pape Gorgui, certainement qui a envie dans la foulée de réagir à un point de discussion. Pape Gorgui. Oui, merci Ousmane. C'est vraiment très important. Je pense qu'on a un CNN. C'est les tech. Les après-midi de la tech. Ah, mais merci. Non, mais merci, en merci réalité, donc, il s'agit simplement d'organiser ce genre de choses. Ça peut ne pas coûter excessivement cher. C'est donc la réflexion. Enfin, bref, c'est juste du temps que nous consacrons. Mais à partir du moment où j'aurais juste donc pour dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'accord. Dire que lorsque j'ai pris connaissance en fait de ces documents-là, parce que bon, le nombre de documents que l'on produit au Sénégal, mais dès l'instant où on commence, par exemple, l'enjeu de l'actualisation du programme SN 2025, donc on a fait une requête donc au PNUD pour inviter donc des consultants à venir nous dire ce qui est bien pour nous. Moi, je suis KO. L'une des choses, ce qui a fait en réalité donc l'évolution entre ce qu'était la Sonatel d'avant et la Sonatel d'après, c'est que simplement à un moment donné, moi j'avais la responsabilité donc d'étudier tous les projets de la société et de les mettre en œuvre. J'ai mis une croix sur tous les emprunts qu'on faisait à la Caisse française de développement devenue AFD, premièrement. Ce qui nous débarrassait donc du consultant qu'on appelait Sofrecom, qui était un consultant français qui étudiait tous les projets au préalable, mais qui, en étudiant les projets, en préparant les cahiers de charges, désignait déjà celui qui, en France, devait le faire. Donc, c'est eux aussi qui passaient par les institutions de financement pour dimensionner le projet en termes de coût, sachant qui va gagner l'appel d'offres, qui lançait un appel d'offres, donc qui prenait simplement de l'argent. Les projets étaient le coût était multiplié par 2, par 3, par 4. Et nous devions simplement nous taire et puis payer. Donc, j'ai éliminé ça aussi. La consultance, j'ai dit aux gars, donc maintenant, on le fait. Parce que c'est Alassane Dialidja qui m'avait dit, le jour où il m'a embauché, si nous ne développons pas notre pays, personne ne le fera à notre place. Et ça, je pense que nous d'entre nous l'a dit tout de suite. C'est très important. C'est que donc les ingénieurs qui sont là sont certainement extrêmement compétents, mais il faut qu'on leur permette d'être aussi des soldats. C'est-à-dire donc des gens qui ont la liberté de pouvoir exercer leurs compétences, quoi qu'il en coûte, qu'on les laisse exercer leurs compétences. Bon, certains d'entre nous ont fait ça. Ce n'est pas toujours très facile parce qu'il y a toujours un trade-off entre ce que le politicien veut et ce que le pays veut. Ce trade-off-là ne date pas d'aujourd'hui. La politisation a toujours été. Mais il a fallu se battre contre la politisation, c'est-à-dire en faisant les choses et en résistant. Donc, il faut résister.
je pense réellement Seyni a dit les choses, c'est parfait. C'est extrêmement important, donc que l'on prenne ces choses-là réellement au sérieux. Bon, alors, quelqu'un l'a dit aussi, moi je pense que l'État a un rôle. Depuis qu'on a commencé à discuter ici, on n'a pas beaucoup parlé de la RTP. Mais la RTP est au cœur aujourd'hui. Je ne sais pas comment le dire en étant correct. Parce que je sais que là-bas, il y a aussi des gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement déterminés, mais ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Quand nous mettons systématiquement et tout le temps la consultance internationale devant tous nos projets, j'ai l'impression que donc les gens qui sont sur place n'osent pas présenter donc un projet sans pour autant que le projet ait été étudié par un consultant extérieur. Alors que nous avons toutes les compétences. Moi, j'ai des jeunes que j'ai formés là-bas à Dakar qui traînent, qui sont des bac plus 4, bac plus 5. Ils n'arrivent pas à trouver un travail. Et les gens sont là pour pouvoir faire se développer ce pays-là. On ne peut pas. Il n'y a pas de. Je vais vous donner un exemple simplement. J'ai participé une seule fois à une consultation de la RTP. Mais pour être sûr que donc ma société n'avait pas été prise, parce que moi j'ai développé un système expert. Un système expert n'est pas un groupe d'experts, ce n'est pas un cabinet d'experts. Un système d'experts, un modèle, tu le poses sur la table, tu lui donnes les informations et tu vas te coucher le lendemain matin, il te donne les résultats. Mais on nous fait donc en fait un classement d'avis à manifestation d'intérêt pour pouvoir m'éliminer. Donc on me place 5e sur un truc de 13 et les 4 premiers, donc on prend des cabinets français. Enfin, je dis donc quand vous faites ça à des scènes, mon équipe, ici à Genève, j'ai tenu à ce que donc tous les gens qui travaillent pour moi soient là-bas dans une société que j'ai créée à Dakar. Quand je prenais les projets, donc que ce soit pour le Sénégal ou pour un autre pays, c'est eux que je mettais. Donc, ils payaient leurs impôts là-bas et tout. Mais si on ne donne pas au secteur privé sénégalais, si on ne leur fait pas confiance, il ne faut pas s'étonner que bon, les choses n'évoluent pas. Donc, il faut qu'on fasse confiance aux Sénégalais, qu'on leur fasse confiance. Les banques qui sont là-bas, et je pense que donc c'est Manel qui l'a dit, que je salue en passant, les banques qui sont au Sénégal ne sont pas là pour financer les projets des entreprises sénégalaises. Il faut le savoir. Elles ne sont pas là pour ça, bien au contraire. Donc, alors, qui décide de cela? Comment est-ce que donc on peut faire pour changer cela? Bon, écoute, regardez donc ce qui se passe sur le plan mondial aujourd'hui. L'économie mondiale est totalement chamboulée. L'euro ne va peut-être plus exister d'ici quelques années ou quelques mois. Et nous, on va se retrouver encore avec le franc CFA collé dessus, avec toute l'inflation importée, les taux donc directeurs qui vont grimper ici. Et tout cela, donc, même si le Sénégal avait des performances avec son pétrole, etc., fait tout ce qu'on veut, mais ces taux-là nous seraient automatiquement appliqués parce que simplement, donc, nous ne maîtrisons pas du tout donc, notre économie. Et donc, tout ça, c'est parce que simplement, donc, on ne fait pas confiance. On crée donc vraiment un environnement économique fiable, stable. Quelqu'un l'a dit aujourd'hui, donc le Sénégal tout seul ne peut pas tout faire. Il faut s'allier avec d'autres. Je pense que c'est Babacar que je salue au passage. Il faut absolument s'allier avec d'autres pour pouvoir lutter contre les GAFAM. On peut lutter contre les GAFAM, mais il faut oser. Et il faut y aller avec des arguments. Il faut être soutenu par son pays. Il faut être soutenu par la région parce que c'est l'Afrique qui perd le plus aujourd'hui donc dans cette histoire-là. On continuera encore à nous aspirer les ressources et chaque fois qu'on parle, on dit oui, mais vous restez là-bas, donc on va vous donner de l'aide au développement. Ce n'est pas possible. Donc, moi, chaque fois qu'on dit quelque chose, en réalité, donc, on a peur. La peur nous attraint d'être qualifiés d'opposants ou de choses comme ça. Parce qu'il faudrait toujours dire donc des choses qui plaisent.
Mais ce n'est pas ça qui développe. Partout où le développement a eu lieu, c'est parce que certains, donc, on se sont dit, bon, voilà comment on fait jusqu'à présent, bah, nous, on va essayer de faire mieux. Mais dire aujourd'hui donc qu'on va faire mieux, c'est comme dire que donc je m'oppose à ce qui est en train d'être fait. C'est pas ça. C'est juste essayer d'être humble et de dire que bon, bah, écoute, personne ne sait tout. Mais moi, ce qu'on est en train de faire là, je pense que je peux apporter une pierre supplémentaire donc à cela. Et on peut le faire. Il n'y a rien que les Sénégalais aujourd'hui, donc avec cette culture qu'on a, donc de la connaissance, de la compétence, et aussi de l'entrepreneuriat, malgré le taux très bas ou le niveau très élevé de l'illettrisme, ben, on a des capacités extraordinaires. Moi, je vais vous donner au bal les connaissances qu'il faut, mais ils t'envahissent le monde. Bon, je suis bol là, donc bon. Non, je sais, pas Gorgui de Diourbel là, au passage. Un peu parti pris. Mais donc, c'est vraiment ça, Ousmane. Je pense que donc les gars ont dit tout, ont tout dit. La préférence nationale, c'est pas une honte. C'est simplement se faire confiance. Mais si on pense que donc, en fait, maintenant, il faut toujours être financé par l'extérieur ne nous financera jamais pour qu'on applique la préférence nationale. Jamais. Donc, si nous voulons, si nous ne nous faisons pas confiance, nous-mêmes, si l'État sénégalais préfère prendre donc des consultants étrangers pour régler donc les problèmes du pays qui ne sont jamais réglés, mais comment voulez-vous que donc d'autres viennent chercher donc nos propres compétences pour régler leurs propres problèmes? Tout ce qu'ils l'ont fait à titre privé. Nous sommes tous partis de là-bas, de notre propre gré, ou si nous revenons de notre propre gré. Mais bon, l'État ne se préoccupe pas de ça du tout. Sans pour autant, je mets de côté vraiment tous les aspects politiques et tout ça. Mais la réalité, simplement, est que ceux qui sont dedans, comme nous autres qui sommes dehors, nous sommes tous soumis, logés à la même enseigne. On a l'impression que le décideur sénégalais, pour bien paraître ou apparaître, donc doit montrer qu'il travaille avec des sommités internationales qui n'ont de sommité que le nom, parce que je peux vous garantir que parmi les experts qu'on nous envoie là-bas en Afrique, on n'envoie pas les meilleurs. On ne nous envoie pas les meilleurs. Vous prenez donc n'importe quel cabinet, il va prendre donc ses stagiaires et ils vous envoient, bon, c'est l'Afrique, ils n'y comprennent rien. Malheureusement, donc, c'est à eux qu'on donne la responsabilité de rédiger les rapports, ils rédigent un rapport et puis après, puis voilà. C'est un problème. Merci beaucoup, Pape Gorgui Touré. C'est très, très gentil pour cette contribution, bien évidemment. Et merci globalement pour ta disponibilité, pour ton attention, pour ta générosité, pour le partage bien volontaire que tu fais avec l'ensemble du public des après-midi de la tech, série de panels qui aura bientôt ses 3 ans. Ibrahima Noureddine Diagne, cette fois, je pense que c'est bon, il est avec nous, il nous entend. Ibrahima? Ibrahima Noureddine Diagne, il nous entend. Alors, Ibrahima Noureddine Diagne, est-ce qu'il nous entend? Ben, je vois qu'il est connecté. Bon. C'est très dommage parce qu'il tenait quand même à partager ce moment avec nous et on l'en remercie de toutes les façons. Alex Corentin, on est arrivé à la fin de ce diacarlo, de ce face-à-face avec toi, avec le public des après-midi de la tech. Bon, je te laisse peut-être dire un mot qui ne sera pas forcément un mot de conclusion, on est loin de conclure. On a encore envie d'avoir ton expertise, ton expérience, tes compétences au service du Sénégal, au service de l'Afrique. Peut-être un mot juste avant de nous quitter. Je pense que, en fait, te remercier déjà pour cette opportunité de me mettre un peu en exergue devant toute la communauté. Nous sommes nombreux, je crois, à mériter cet honneur. Et je crois qu'on a eu la preuve avec justement la présence de Pape Gorgui. Oui. De Ibrahima Noureddine, on oublie aussi, mais
trait de pointe Sénégal, c'était aussi à l'époque, dans la même époque de développement et des balbutiements de l'Internet que Ibrahima était déjà là comme un des acteurs. Je crois que derrière tout ce parcours qu'on a pu avoir au cours des études, ce que je souhaite dire simplement, c'est une chose, c'est que on a donné, comme a dit Pape Gourdieu, on a mis nos pierres à l'édifice, mais l'édifice est loin d'être comblé. Il ne faut pas que la génération ou que l'écosystème actuel se base sur des certitudes. Il y a encore des combats à mener. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le développement de l'écosystème ne passe plus simplement par Dakar. Il faut aussi que l'on sorte aussi de cette logique. Cette logique de dire que c'est la métropole qui dirige. Non, la métropole ne dirige plus. Il y a plein de choses, il y a plein de potentiel actuellement dans les régions, dans les départements. Je milite très fortement pour qu'on aille voir ce qui se passe dans les départements. Je viens de finir un hackathon que j'ai fait à Podor avec des étudiants et les acteurs locaux. Et je pense que le contenu local qu'on a mis en exergue, par exemple, quand on parle du pétrole, on a dit… Mais il faut qu'on en parle aussi au niveau du numérique. Le contenu local est extrêmement… Là, il est là et il est porteur. Et les besoins sont énormes dans les régions. Je le sais d'autant plus que je me suis amusé à le faire depuis 6 mois. J'ai fait Fatick, j'ai fait Kolda, je viens de Podor et je vous jure que quand je vois ce dynamisme qu'il y a là-dedans, je pense que derrière, on a encore beaucoup de choses à faire. Bon, je partage vraiment les conclusions qu'on a partagées. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que simplement nous prenions notre cause de main et qu'on n'attende plus de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Mais il faut aussi que les gens qui incarnent l'État dans les différentes institutions qui sont mises en place comprennent aussi qu'eux aussi, ils ne peuvent pas tout faire. Et qu'ils doivent travailler en synergie avec l'écosystème. Ils doivent en synergie avec les acteurs du privé, les startups. Et il faut booster nos startups. Il faut booster notre intelligentsia de telle façon à ce qu'elle prenne sa place. On perd énormément de ressources humaines aujourd'hui, qui se délocalisent, qui partent dans les pays limitrophes, qui va vendre son expertise ailleurs, alors qu'actuellement, et ils ont raison, hein, quand Fatih dit qu'aujourd'hui, nous étions les premiers de la classe, mais on s'est tellement targué d'être les premiers de la classe que nous sommes devenus les derniers aujourd'hui. Et ça me fait mal au cœur, et je pense que beaucoup d'acteurs qui étaient là, ça leur fait mal au cœur de faire ce constat, parce que tout simplement, on s'est laissé porter un peu par cette vue de l'esprit que le Sénégalais est très intelligent. Oui, on est très intelligent, mais actuellement, tout ce qu'on a fait comme études, tout ce qu'on a fait comme développement, études du développement, mais écoutez, c'est mis en œuvre. Moi, j'aime bien les Burkinabés et les autres pays qui nous disent souvent quand on va les voir, mais pourquoi voulez-vous qu'on fasse une étude? On va au Sénégal, vous avez tout étudié, et nous, on vient en pratique. Et ça marche. Vraiment. Voilà. Ce serait ma conclusion. Ne pas simplement rester de l'intellectuel, mais vraiment penser à l'avenir de notre nation. Notre avenir de notre nation sont les jeunes, ceux qui sont encore en formation, ceux qui vont devenir, et tous ces acteurs du développement économique qui sont les start-upers. Je vois vraiment tous ces jeunes qui se bagarrent. On voit aujourd'hui Babacar Niang qui est là. On a d'autres acteurs qui sont là. Seyni Fati, il se bagarre énormément parce que Smart Sénégal, c'est quand même lui qui se bagarre dessus. Mais c'est des gens qui font des actes, mais on ne les reconnaît pas non plus. Donc, je pense que derrière, voilà, mon message, c'est vraiment de dire, il est temps que nous faisions du bruit. Et faire du bruit, c'est réellement porter notre voix le plus haut possible, trouver les moyens et les mécanismes pour que les plaidoyers portent. Et je suis heureux que Pape Gorgui l'ait dit, mais je crois que le Conseil national du numérique tech, c'est toi aujourd'hui, Ousmane. C'est toi notre porte-voix. Ah, mais c'est lourd, hein, c'est lourd, ça. Le plaidoyer. Tu le fais tellement bien que je crois qu'on a juste à s'adosser à toi, à te donner les éléments. Et je pense que l'on pourra, grâce à ce vecteur-là, arriver aux objectifs que l'on veut se tenir. Voilà, je ne voudrais pas durer trop longtemps. Je voulais saluer ma sœur Awakan qui s'est connectée. Je crois que Boubacar lui a dû dire qu'on est connecté. Et d'autres personnes qui sont là, en vous remerciant vraiment de cette opportunité. Et je suis toujours à ta disposition, tu le sais, quand tu veux, pour échanger avec toi et bien sûr les autres dans les domaines de ma compétence. Merci beaucoup encore. Merci. À toi. Merci beaucoup, Alex, pour l'entendre. Tu sais très bien ce que tu dis, hein, parce que
Tu sais très bien que je suis au point E souvent, tu es à l'ESP. Si je t'appelle, je n'arrive pas à te joindre. Je me déplace avec mes caméras et mes micros, je te trouve à l'ESP, je filme et puis je repars impunément. Merci, merci infiniment, Alex Corentin. J'étais très, très ravi. Simplement, c'est parce que tu le mérites au regard un peu de tout ce beau parcours par la grâce de Dieu, également ta disponibilité, de ta générosité, parce que comme je le dis, la première fois, lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais jeune stagiaire à RFM, je venais d'arriver, j'avais envie de faire beaucoup, beaucoup de choses dans le numérique comme journaliste, en tous les cas, très modestement en termes de contribution. Je reste également convaincu que ce petit travail que nous faisons, c'est un travail de tout le monde. J'ai peut-être juste la chance d'avoir un micro, une caméra, de m'être transformé en poseur de questions et non en répondeur, entre guillemets, au profit de l'écosystème. Et je pense que j'invite tout le monde à voilà, contribuer avec des idées, avec des initiatives, avec des réflexions, parce que c'est comme ça également, nous en sommes convaincus qu'on arrivera à faire évoluer beaucoup de choses. En fait, dans la présentation, Alex, hein, mais là, je termine. Lorsque j'annonçais ce panel, j'ai mis beaucoup d'anciens, beaucoup de mots anciens, anciens pensionnaires de l'ESP que vous ne quitterez jamais, anciens chefs de département génie informatique de la même école, anciens DSI de la Poste et de l'UCAD, anciens consultants pour l'UT, l'UPU, pardon, et l'OIF, membre fondateur, ça c'est pas ancien, et premier président des au Sénégal, mais il est ancien parce que vous ne l'êtes plus, docteur en génie biomédical, il a eu Abdou Diouf, non pas l'ancien président, là encore ancien, mais Abdou Diouf du groupe ISM qui m'a dit, mais écoute Ousmane, il faut également ajouter comme ancien membre du conseil scientifique et académique de l'ISM Digital Campus. Et ça, je pense que c'est vrai aussi, hein, ce mail de Abdou Diouf du groupe ISM. Merci infiniment à toi, Alex Corentin. Merci à l'ensemble des discutants que nous avons également eu avec nous cet après-midi pour te challenger davantage, pour revenir un peu sur ce beau parcours, 40 ans quand même dans les télécoms et l'informatique. Ça se marque et il y a également une démarcation à faire par rapport à tout cela. Vous l'avez fait en tant que penseur indépendant quand même pour dire comment, selon vous, le numérique devrait passer et se passer en Afrique, au Sénégal. Merci infiniment à tout le monde. Merci à l'ensemble des spectateurs au centre de Zoom, mais bien entendu, qui sont plus que jamais essentiels pour nous. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous serons le mercredi 9 novembre 2022. Nous ne sommes pas encore arrivés à 2023. Et là, nous mettrons sur la table d'autres thématiques, bien sûr, à discuter de la part de nos panélistes et de nos discutants. Merci infiniment à tout le monde. Ce panel fera l'objet d'un replay un peu plus tard dans la soirée sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Puis Alex, je vous dis rendez-vous très, très bientôt, certainement pour, avec vous encore, revenir sur bien des thématiques en résonance avec notre belle actualité digitale. À bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao. Merci à toi, Ousmane. Merci.